En fait, je voulais commencer par le fait de deux déclarations. Une en 96, une en 2007. La première, c'est Claude Bébéar, d'AXA, et la deuxième, c'est Denis Kessler en 2007 dans Challenge. Alors le 14 novembre 96, Claude Bébéar, AXA, dit la chose suivante: nous pouvons reprendre et gérer la sécurité sociale française au premier franc. 1996. 2007, 11 ans plus tard, Denis Kessler, adieu 45, raccrochons notre pays au monde, il faut défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. En fait, là, dans ces deux phrases-là, tout est dit. Dès la fin du remboursement à 100% des frais hospitaliers en janvier 83 par un gouvernement d'union de la gauche, jusqu'à nos jours, tous les gouvernements de droite, de gauche, d'union de la gauche ou pas, ou d'extrême centre depuis 2017, ont participé aux nombreuses dizaines d'attaques contre la sécurité sociale. Récemment, l'ANI pour le secteur privé depuis 2016 et la protection sociale complémentaire pour la fonction publique depuis février 2022 ouvre la voie au dépeçage de la sécurité sociale selon le plan Bébéar-Kessler dans les années qui viennent. C'est prévu avant 2030. Après, tout dépendra bien sûr des luttes sociales. Pourtant, toutes les études sérieuses d'opinion, quand on n'oublie pas de questionner sur les 5 branches de la Sécu, et lorsqu'on ne confond pas assurance maladie avec sécurité sociale, montre que la Sécu et plus largement la protection sociale est la deuxième préoccupation des Français, tout juste après le pouvoir d'achat et le niveau des salaires. C'est même le principal budget, avec 750 milliards d'euros pour l'ensemble de la protection sociale et en son sein 570 milliards pour la sécurité sociale, contre 455 pour l'ensemble du budget de l'État, tous ministères confondus. Et pourtant, les médias dominants organisent les débats sur d'autres sujets que la sécurité sociale. On ne peut donc que compter que sur nos propres forces pour instituer ce débat qui n'aura pas lieu globalement si nos efforts d'éducation populaire et de formation des militants restent aussi faibles qu'aujourd'hui. Car nos adversaires, les néolibéraux, ont décidé de prioriser de plus en plus les attaques contre la sécurité sociale. Et comme le sujet est complexe, il ne faut pas faire semblant de simplifier, car le plus grand nombre ne suivra pas, mais il faut clarifier le complexe, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Sinon, nous serons comme une équipe de rugby qui défend d'un côté quand l'attaque de l'adversaire se fait de l'autre côté. Moi, c'est l'impression que ça me donne en tant qu'ancien joueur de rugby, que les attaques de nos adversaires, eh bien, on n'est même pas en face. De plus, j'ai un argument supplémentaire depuis que nous connaissons ou que nous pouvons connaître les réalités sociologiques du vote du printemps 2022. Le seul parti qui a augmenté son nombre de voix au premier tour des législatives s'appelle le Rassemblement national, avec une augmentation de 5,5% par rapport à 2007 et qui a multiplié par 11 son nombre de députés. Et que parallèlement, la NUPES, on ne le dit pas suffisamment, ne représente au premier tour des législatives que 11,2% des personnes en âge de voter. Je répète, 11,2% des personnes en âge de voter, une fois qu'on a défalqué les abstentions, les votes nuls, les votes blancs et surtout les non-inscrits, puisqu'il y a une augmentation de la non-inscription sur les listes électorales. Et que son recul dans les zones périphériques et rurales, le recul de la gauche, de toute la gauche, ont malheureusement bénéficié au Rassemblement national
alors que ces circonscriptions sont aussi les circonscriptions qui ont vu reculer la solidarité de la sécurité sociale bien plus que les autres circonscriptions. Ruffin disait 6 sur 12 dans le Pas-de-Calais, 8 circonscriptions sur 17 en Picardie, une poussée dans l'Eure, dans la Haute-Saône, et puis la circonscription de Jean Jaurès passée au Rassemblement national. Mais bien sûr, ça s'est passé un peu partout. Là, et donc, là, il y a une grande différence entre la poussée de la NUPES dans les villes-centres et dans les banlieues des villes-centres et le recul de la NUPES dans la plupart des circonscriptions des zones rurales et périurbaines. Ça, c'est pour, je dirais, qu'on réfléchisse un petit peu. Et pourtant, la sécurité sociale est pourtant le lien principal de solidarité de l'ensemble de la population d'un territoire. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a un lien direct entre le niveau de la sécurité sociale, le niveau de solidarité de la sécurité sociale et le vote de la classe ouvrière, employée et ouvrière et des jeunes de moins de 35 ans qui, je rappelle, n'expriment pas leur vote pour 70% d'entre eux. L'extrême centre au pouvoir, selon le concept de l'historien Pierre Cernat, a décidé de commencer la lutte par l'assurance chômage, probablement avant de prendre la décision sur les retraites. Par contre, le bloc néolibéral au pouvoir, et soutenu par plus de 400 députés, n'envisage pas pour l'instant de résoudre le problème de l'hôpital, ni de la reconnaissance des maladies professionnelles dans les ETMP, ni de la branche autonomie où il manque 30 milliards pour répondre aux besoins sociaux, ni des prestations logement, précarité, allocation familiale et action sociale de la branche famille. Comment fait-on pour créer, c'est une question, comment fait-on pour créer le rapport des forces pour les obliger, d'autant qu'il manque 100 milliards au budget de la sécurité sociale pour répondre aux besoins des 5 branches aujourd'hui? Je peux détailler si vous le souhaitez. Si on ne modifie pas la stratégie de nos organisations en priorisant la défense et la promotion de la sécurité sociale, le mouvement réformateur libéral va continuer à prendre l'avantage en termes de lutte de classe. Voilà ma petite entrée en matière. Et donc, nous avons le plaisir, pour lancer cette discussion, d'écouter pour 7 à 8 minutes 4 camarades responsables nationaux qui représentent la CGT, Michel Carreau, la FSU et Mireille. Excuse-moi. Je ne m'étais pas trompé sur les 2 premières lettres. Voilà. Marilène Cahouette pour la Fédération syndicale unitaire, Evelyne Gau pour Solidaire et Alternative mutualiste avec Francis Ballet, représenté ici par des responsables nationaux des organisations. Et donc je vous pose la question, qui est-ce qui se lance en premier ou en première? C'est moi qui vois? Bon, alors Mireille, si tu veux bien prendre la parole pour 7 à 8 minutes, et la même chose pour les 3 autres. Merci Bernard, bonjour à toutes et à tous. Donc je crois que Bernard a déjà pointé quand même, déjà pour démarrer, le fait qu'on n'a pas, aujourd'hui on ne va pas compter sur les médias bien évidemment pour faire le travail de défense de la sécurité sociale, d'explication de ce qu'est la sécurité sociale pour permettre une réappropriation par la population, par les assurés sociaux de cette grande conquête. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, nos organisations vont devoir déployer, mais comme elles le font déjà, mais poursuivre à déployer des campagnes de sensibilisation, d'information à la population. Je crois qu'on pointe vraiment la priorité parce que comme l'a dit Bernard, effectivement depuis déjà quelques décennies, la sécurité sociale est sans cesse attaquée
Mais il faut dire quand même que lorsqu'elle a été créée, parce qu'on est véritablement sur une prise de guerre des travailleurs qui, à la sortie de la guerre et par le CNR, mais pas cette affaire qu'ils font aujourd'hui, qui veut essayer de faire rentrer dans le débat, notamment les questions de sécurité sociale. Donc on est véritablement sur une conquête. On n'est pas sur des acquis. Je crois que c'est important parce qu'on voit bien autour de nous, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la sécurité sociale, on entend bien, voilà, c'est quelque chose qui existe, c'est là dans le paysage. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, notre pays n'a plus les moyens de s'offrir finalement ce qu'elle pouvait le faire à une époque, ce qui est complètement contraire à la réalité bien sûr, mais c'est beaucoup dans le climat ambiant et je crois qu'on a vraiment besoin de revenir sur tous ces débats. Donc moi je pense que se réapproprier ce qu'est la sécurité sociale, c'est déjà d'une, se permettre aux assurés sociaux de se la réapproprier, la sécurité sociale. Et ça passe avant tout par les questions démocratiques, donc la gestion de la sécurité sociale, en rappelant bien évidemment que cette conquête était aux sorties de la guerre, mise en place par les travailleurs, financée par une partie des richesses provenant de leur travail et donc gérée par les travailleurs. Et je crois que ça c'est un élément qui est essentiel, qu'il faut vraiment qu'on fasse réapproprier à toutes et à tous, parce qu'aujourd'hui on voit bien que cette gestion de la Sécu, elle nous échappe complètement, de réforme en réforme, on étatise et de fait, aujourd'hui, on a quasi plus d'autres mots à dire, même si on siège dans les conseils, on n'est plus dans des conseils d'administration, on est dans des simples conseils où on peut peut-être des fois donner notre avis, mais ça va guère au-delà. Donc ça, moi, il me semble que c'est un élément quand même fondamental si on veut justement que cette sécu nous revienne. La démocratie, ça va aussi bien sûr avec la question du financement. Alors la question du financement, c'est à la fois d'une, je parlais d'étatisation, donc étatisation, ça veut dire que l'État décide à travers les lois de finances de la sécurité sociale des moyens qu'on va vouloir, via le vote à l'Assemblée, des moyens qu'on va vouloir allouer et en face, on est en totale inadéquation face aux besoins des populations, contrairement à ce qui était à la création de la sécurité sociale. Et on se retrouve bien sûr avec des déficits constants permanents qui font qu'on est aujourd'hui dans une situation de réduction des moyens sans cesse, que ce soit à l'hôpital avec la situation désastreuse que l'on connaît tous, y compris sur l'ensemble des caisses où il faudra travailler plus sous toutes ces formes, tant sur la semaine que sur la durée. Donc voilà, on a cette question de financement, et cette question de financement, eh bien, si on veut se réapproprier la Sécu, il faut qu'on réinsiste sur le financement de la sécurité sociale par la cotisation sociale, donc qui fait partie, bien sûr, de notre salaire, puisque c'est le salaire socialisé. Je pense que c'est avec des choses simples comme ça qu'il va falloir qu'on réexplique, qui sont simples pour nous, mais qui ne sont pas forcément évidents pour toutes et tous. On le voit dans les discussions, que ce soit en famille, au travail, c'est toujours des choses qui paraissent être éloignées, très difficiles, et je crois qu'on a besoin de se saisir de toutes les opportunités. Et moi je vais venir sur le sujet aussi qui fait quand même grand débat dans la période. Bernard l'a évoqué, la question du pouvoir d'achat avec toutes les mesures les mesurettes, on va dire, de saupoudrage qui ont été faites, mais qui sont des mesures qui mettent en danger encore plus la sécurité sociale, puisqu'on est, comme c'est déjà le cas depuis de nombreuses années, encore sur des mesures d'exonération de cotisations sociales, des primes, des primes de tout genre, mais qui mettent à mal à la fois nos caisses collectives, par le non-financement, puisque toutes ces primes sont exonérées de cotisations sociales, on en rajoute encore à des chiffres qui sont déjà importants depuis des années d'exonération, puisque l'an dernier on était déjà à 75 milliards qui manquaient dans les caisses. Quand on dit manque 100 milliards, on a déjà 75 milliards qui pourraient arriver si on mettait fin à toutes les exonérations de cotisations. Moi, alors ça me paraît facile, mais
dans la réalité, et on le voit bien dans le débat actuel, c'est pas aussi évident que ça, puisque effectivement les salaires bougent pas, il n'y a rien qui bouge, et tout ce qui peut arriver aujourd'hui pour permettre à ce que les salariés, les retraités puissent boucler tout simplement leur fin de mois, on va prendre ce qui arrive, quoi. Si c'est une prime, on va se dire finalement c'est mieux que rien, parce que de toute façon je finis pas mes fins de mois, j'ai pas le choix et c'est mieux que rien. Donc on a besoin, à mon avis, de poursuivre le débat, et c'est pour ça que nous, à la CGT, mais je crois qu'on n'est pas les seuls d'ailleurs, on ne parle pas pouvoir d'achat, nous on parle véritablement d'augmentation des salaires. Et d'ailleurs, on voit beaucoup dans les luttes actuelles qui sont menées dans de nombreuses entreprises que justement beaucoup de salariés se rendent compte que avoir des primes, avoir de l'intéressement, ça suffit pas, ça suffit plus, ça met encore plus à mal justement nos caisses collectives. Et aujourd'hui, on est véritablement sur des demandes, des revendications basées sur des augmentations de salaire. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on insiste là-dessus, sur réexpliquer ce que c'est que le salaire, qui nous fait vivre, bien sûr, le salaire net, il nous fait remplir le frigo, mais à la fin du mois, mais le salaire socialisé, il nous permet quand même de faire face à tous les aléas de la vie, et ceci jusqu'à la fin de notre vie. Donc je crois qu'on a vraiment besoin de ça. Et puis moi je voudrais aussi insister sur quelque chose dans la période. Donc on ne parle pas pouvoir d'achat, on parle salaire, mais justement on doit parler, on doit porter le salaire, mais le salaire socialisé, le salaire brut. Moi, dans le débat, y compris politique actuel, on entend beaucoup 1500 € net, oui, mais 1500 € net, je trouve que, alors, c'est une revendication certes, mais ça a toutes ses limites, parce que 1500 € net, effectivement, on peut y arriver avec tous ces dispositifs que j'évoquais tout à l'heure, qui sont exonérés de cotisations sociales. Et moi, il me semble que c'est une erreur. Je pense qu'il faut justement, si on veut mener cette bataille des idées pour faire prendre conscience que la Sécu, elle est à nous, que la Sécu, elle nous appartient, on la finance, on la gère, eh bien, il faut qu'on mette dans l'esprit de toutes et tous que son financement, c'est le salaire socialisé. Donc il faut plus qu'on parle de salaire net, il faut vraiment qu'on parle du salaire brut, du salaire socialisé, et ça me paraît un des points essentiels. Donc, gestion démocratique, arrêt des exonérations de cotisations, mais aussi, je crois qu'on a de quoi gratter quand même dans quelques caisses, parce qu'on a bien vu sur la période que certains actionnaires, je crois que c'est les 38 les 38 entreprises du CAC 40 qui ont publié leurs bénéfices, ont publié quand même des montants l'an dernier donc même sur un semestre, qui atteignait aussi 75 milliards d'euros. Donc je crois qu'on a de quoi aller chercher dans certaines caisses en partageant mieux les richesses, en partageant les profits, en augmentant les salaires aussi, puisqu'on augmente les salaires, on augmente les cotisations sociales, en réalisant l'égalité femmes-hommes, qui tirerait aussi les salaires vers le haut et qui permettrait aussi de remplir nos caisses collectives, et puis de mettre fin à tous ces systèmes d'intéressement de primes qui sont exonérés de cotisations sociales. Donc regagner de la démocratie, regagner du financement, et après, j'ai peut-être passé mon temps, mais juste, je ne développerai pas, ça viendra peut-être dans le débat, mais je crois qu'après, on a besoin aussi de réfléchir sur ce qu'on veut de la Sécu. Aujourd'hui, la Sécu, ça ne peut pas être une cinquième branche autonomie gérée par autre chose que des caisses. Par contre, une sécurité sociale, ça peut être une sécurité sociale intégrale, qui peut être intégralement avec une sécurité sociale qui serait collectrice et qui reverserait directement. Alors, ça pose la question des mutuelles. Je ne dis pas que les mutuelles n'ont plus leur place dans le système de protection sociale, loin de là bien sûr, mais je crois que les mutuelles, on peut faire aussi autre chose et redonner à la sécurité sociale. C'est pour ça que nous, à la CGT, on défend l'idée d'une sécurité sociale intégrale. Intégrale, ça veut dire 100% des soins bien sûr, mais pas uniquement. C'est aussi un élargissement à tout ce qui est perte d'autonomie,
mais aussi qui pourrait permettre à tous les privés d'emploi, à tous ceux qui n'ont plus de travail, eh bien, d'avoir un revenu de remplacement à 100%. C'est aussi une retraite à 60 ans, à taux plein bien sûr. Voilà, donc je crois qu'on a à la fois besoin de reconquérir, mais reconquérir aussi à travers des idées nouvelles qui peuvent faire que la population aura envie de se réapproprier cette conquête formidable qui est la sécurité sociale. Oui, c'est vrai que les positions solidaires, elles croisent quand même assez largement celles de la CGT. Mais on constate aussi que le gouvernement Macron remet gravement en cause la protection sociale, qu'on élève un culte à l'entreprise littéralement, et que les libéraux chantent ce culte tout le temps, et que dans ce cadre-là, le lien travail, salaire et protection sociale se délivre, quoi. Parce qu'effectivement, les cotisations sociales sont dénommées charges sociales, ce qui est quand même sensiblement différent comme signification. On parle du coût des prélèvements obligatoires, et donc l'objectif c'est constamment d'abaisser les coûts de l'entreprise, quoi, et de multiplier à l'infini les exos de charges sociales pas trop mal. Alors on a d'abord transformé le CICE, Crédit Compétitivité des entreprises, en exonération de charges sociales pérennes. Ça a quand même coûté 20 milliards d'euros par an aux caisses de sécurité sociale. Puis les exonérations fiscales et sociales des heures sup. Et puis ensuite, maintenant, c'est effectivement, comme tu l'as indiqué, l'exonération sociale des primes, et notamment la dernière annonce dans la loi d'urgence au pouvoir d'achat de cet été, l'exonération de cotisation sociale de la prime sur le partage de la valeur ajoutée, prime qui s'appelle aussi prime Macron, et qui est la prime qui avait été annoncée, si vous vous rappelez bien, à l'issue du mouvement des Gilets jaunes, comme mesurette lancée parmi la masse du peuple affamé. Ils ont balancé ça, tout le monde devait être content avec cette prime-là. Donc ils l'ont largement exonéré, ils l'ont totalement exonéré de cotisations sociales, et cette loi même prévoit aussi la baisse des cotisations des indépendants. Bref, ils ne s'arrêtent jamais, et c'est clair que là, on sape littéralement le financement de la protection sociale qui est construit, et qu'on désocialise les cotisations sociales, et le gouvernement pour autant se fait plaisir alors que la protection sociale a été construite sur la base des grandes ordonnances de 1945 et par le travail du Conseil national de la résistance sur un fond de compromis social à l'époque. Eh bien, il a carrément dénommé son entreprise de dialogue social falsifié, Conseil national de la refondation. Tout le monde a remarqué l'analogie avec CNR, et on s'est dit qu'il était plus que gonflé de venir nous chanter l'union nationale comme si on était après-guerre, alors qu'à l'époque on construisait la protection sociale, et que lui il est plutôt en train de la déconstruire. Bref. Quant à Solidaire, on n'a pas participé à cette entreprise de dialogue social falsifiée. Et pourtant, la sécurité sociale, c'est ce qui est essentiel. C'est ce qui permet aux salariés de faire face à tous les aléas de la vie, à la maladie, aux accidents du travail, aux charges de famille, à la vieillesse, à l'autonomie, au chômage. C'est fondamental, c'est effectivement la plus grande conquête des travailleurs, et elle est intrinsèquement liée à la question de la répartition des richesses. Et c'est là effectivement où se noue un problème. Actuellement, les grandes entreprises du CAC 40 multiplient les distributions de dividendes. Donc effectivement, tu as cité le chiffre de 75 milliards d'euros, ça fait que croître et se multiplier. Et la rémunération du capital, elle paie beaucoup en dividendes, et la rémunération du travail, eh ben, on la cherche. Et pour sauver la sécurité sociale, et là on te rejoint tout à fait, il faut remettre le lien entre travail et sécurité sociale, et remettre le lien entre travail et financement par les cotisations sociales. Et remettre les entreprises, les employeurs, devant leurs responsabilités quant à la rémunération du travail, cotisations sociales comprises, c'est-à-dire remettre en place le cadre du salaire socialisé des travailleurs. Et donc à ce niveau-là, à notre sens, il faut évidemment
remettre en cause toutes les exonérations de charges sociales patronales. Effectivement, il y en avait pour 70 milliards d'euros en 2019, selon les chiffres même du rapport de la Cour des comptes. Depuis, ça a dérapé. Tu as 75 milliards, on est en train de glisser vers 80 milliards, enfin bref. Il est clair que d'un côté, les actionnaires se gavent de dividendes, et de l'autre côté, les exonérations de charges sociales montent en masse. Donc nous, on a aussi une proposition qui serait de mettre en place une cotisation sociale sur les dividendes des actionnaires afin de reprendre dans leur poche ce qui nous est dû, quoi. Parce que ça part dans la poche des actionnaires. Donc ça, c'est une proposition à débattre. Une politique aussi de l'emploi déterminée, parce que moins il y a de chômeurs, plus il y a de cotisations sociales et de rentrer dans les caisses de sécurité sociale. Et donc tout ça pour arriver à 100% sécu et un statut permanent du salarié, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire un statut qui permette une continuité de droits sociaux à la sécu, à une indemnisation digne entre deux emplois, à l'heure où ils sont en train de rompre avec l'indemnisation des chômeurs, puisque nous on estime que maintenant la NPE elle gère les chômeurs indemnisés qui représentent, je dirais, à peine moins de la moitié du total des chômeurs. Bon. Donc il faut remettre en place les droits sociaux des travailleurs avec, et se réorienter vers le 100% sécu. Alors effectivement, ça remet en cause toutes les grandes sociétés, les boîtes complémentaires type AXA et autres. Ça peut toucher aussi le mouvement mutuel. Et c'est vrai que si on revient au stock de 45, l'idée, ça serait de revenir vers une sécu à 100% sécu, quoi. Remettre le débat dans le pays, avec la population, remettre de la démocratie sociale dans le fonctionnement de la sécu, en redonnant sa place aux salariés. Les dernières élections, c'est 1983. Remettre de la démocratie dans la sécurité sociale, en associant aussi la population, les usagers, et voir comment on peut construire une nouvelle démocratie sociale, quoi, pour redonner aussi la main à la population, aux salariés, sur la définition des besoins de la Sécu et son financement, les décisions de financement, puisque le financement il a glissé dans les mains de l'État. Déjà, on ne va pas refaire l'histoire avec les ordonnances Jeannenet, mais aussi avec le plan Juppé. Définitivement, c'est le Parlement, c'est le gouvernement qui décide, avec le plan Juppé, de l'avenir de la Sécu. La population, elle a juste à s'écraser devant les décisions prises, et les salariés n'ont plus leur mot à dire. Donc là, il faudrait repenser la démocratie sociale. Et puis, sensibiliser la population, mener des débats avec tous, mener des débats avec la chancelière publique, et mener des luttes. On l'a su le faire en 2019. On a sauvé notre système de retraite grâce à une mobilisation massive. Donc la lutte, l'action aussi, bien sûr, le moyen essentiel de remettre en cause les réformes, mais au départ, il faut déconstruire le langage libéral, remettre en cause leur pensée unique dogmatique et leur culte de l'entreprise, et remettre le travail, le salaire socialisé au centre de ce qui est du socle du financement de la Sécu. Pour ça, il faut un grand débat citoyen. Voilà, merci. Bon, ça va commencer à être un peu compliqué. Il faut que je ne répète pas ce que viennent de dire mes deux camarades, parce qu'évidemment, au niveau de la FSU, enfin, c'est pareil. Vous avez peut-être vu dans le paysage syndical qu'on retrouve souvent FSU, Solidaire et CGT ensemble. Voilà. Bon, alors, la caractéristique de la FSU, il faut toujours le rappeler, c'est que nous sommes une fédération plutôt de fonctionnaires, puisque le monde de l'éducation, donc beaucoup de fonctionnaires, donc un peu de privé, donc ça veut dire que peut-être j'aborderai par exemple la question de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires à titre d'exemple, d'attaque contre la sécurité sociale. Alors, effectivement, je pense qu'il est toujours nécessaire de faire un retour sur l'histoire. Je donnerai une anecdote à la fin si j'ai le temps. Mais c'est vrai que la sécurité
sécurité sociale, c'est le fruit d'un long combat, qu'elle est ancrée dans l'histoire des luttes sociales et que c'est la principale conquête. Hein, il faut bien rappeler que c'est une conquête, que ça n'a pas été donné comme ça de façon naturelle. C'est la principale conquête et encore debout, hein, malgré de nombreuses contre-réformes. Hein, et on a raison de dire qu'elle est en danger, mais elle est encore debout. Alors les ordonnances, petit rapide sur l'histoire, hein, les ordonnances de 1945 créent le régime général de la sécurité sociale dont le fondement est la cotisation, dont le financement plutôt est fondé sur la cotisation. C'est un projet de société et c'est un fondement de la société démocratique. Donc à l'origine, la division en branches n'existe pas, c'est un projet solidaire. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins et tout le monde a les mêmes droits. Je mets au pot commun, quel que soit mon état de santé, car je sais que si je suis malade maintenant ou plus tard, nous continuerons toutes et tous à alimenter les recettes pour prendre soin de moi. Hein, donc je crois qu'il faut le rappeler, hein, eu égard à un certain nombre de réformes. La sécurité sociale, c'est l'universalité. C'est aussi, à sa création, la démocratie sociale. Hein, ça a été dit largement, donc je n'insiste pas. Et il faut toujours rappeler que la cotisation est une partie du salaire et qu'à l'origine, les conseils d'administration sont élus majoritairement par les travailleurs qui ont 75% des sièges, je crois, en 1947. Alors le patronat n'a jamais accepté ces principes et avec l'appui de tous des gouvernements successifs, peut-être que le tout est abusif, a mené une offensive constante aussi bien sur la gestion que sur le financement. Exonération de cotisations, hein, ça a été dit avec beaucoup de force, donc je ne vais pas y insister, mais c'est un élément extrêmement important. Et une offensive constante, aussi bien sur la gestion que sur le financement, avec donc les exonérations, la fin de leur compensation depuis peu, la diminution de la représentation des salariés, la fiscalisation croissante des ressources de la Sécu, son étatisation. Alors le patronat, ça a été dit, mais je le redis, le patronat a réussi à imposer la notion de charge sociale en mettant dans le discours public, en mettant en avant le coût du travail et en s'attaquant aux cotisations. Et quand il s'attaque aux cotisations, hein, il faut bien le rappeler, il s'attaque de fait au salaire. Alors, aujourd'hui, hein, de nouveaux coups sont portés. Je vais insister surtout sur les attaques contre les ressources de la sécurité sociale. De nouveaux coups sont portés. Hein, alors, on a eu en 2020, profitant de la crise sanitaire, en 2020, on a eu le transfert de la dette sociale, de 136 millions, je crois. Millions ou milliards. Alors moi, dans une autre vie, j'étais prof de lettres, je suis brouillée avec les chiffres. Alors 136 milliards, moi 136 millions et 136 milliards, pour moi, ça ne veut rien dire, étant donné le montant de ma pension, donc moi, voilà. Bon. Donc 136 milliards, ce qui est encore, alors ce qui est encore mieux. Donc ça a été transféré sur la sécurité sociale qui est censée, qui est obligée de la rembourser année par année, alors que ça aurait pu tout à fait être pris en charge par l'État. Ça c'est une attaque considérable contre le financement de la Sécu. Bon, il y a eu la 5e branche, et justement, je vais reprendre 3 exemples pour montrer comment sont attaquées les ressources de la sécurité sociale et le financement. Alors d'abord, très rapidement, parce que Mireille en a largement parlé et de façon excellente, la loi pouvoir d'achat. Alors, c'est la dernière. Alors, nous aussi, en FSU, on n'aime pas ce terme de pouvoir d'achat et on dit qu'il faut augmentation des salaires et des pensions. D'ailleurs, vous le savez, le 29, nos 3 organisations, plus les organisations de jeunesse, vont faire grève et aller manifester. Donc, c'est un rendez-vous extrêmement important et nul doute que vous y serez toutes et tous. Voilà, donc ça c'est pas le point. Donc on est d'accord pour ne pas parler de pouvoir d'achat et de dire, alors
Moi, c'est vrai que c'est tout à fait Mireille que la population, enfin ceux qui vont toucher une prime, hein, puisque c'est essentiellement des primes, se disent c'est mieux que rien. Mais en même temps, il faut rappeler que les primes n'ouvrent aucun droit. N'ouvrent aucun droit, et ça, c'est quand même un aspect extrêmement négatif. Je ne reprends pas toute l'argumentation. La cinquième branche, pour aller vite, cinquième branche, autonomie, donc qui date aussi de 2020. Alors on dit que c'est une rupture à double titre, hein, contre la sécurité sociale, hein, parce que d'une part, c'est une gestion par un établissement public, hein, la CNSA, hein, dans laquelle, même si c'est un établissement, mais dans lequel la représentation syndicale, c'est-à-dire la représentation salariée, est très très minorée. Hein. Donc on voit bien qu'elle est à nouveau une entorse, hein, à ce qu'est la sécurité sociale, et puis aussi au niveau du financement, parce que ça va être financé par des mesures, enfin ça a commencé par des mesures de PLFSS, et Bernard a très bien dit le déficit, le manque, hein, déjà pour répondre aux besoins, hein, de l'autonomie, et puis à partir de 2024 par une fraction de la CSG, donc par l'impôt. Et puis il faut savoir aussi, hein, qu'il y a l'intrusion, hein, de financement privé, hein, dans cette cinquième branche. Donc on voit bien comment c'est une entorse, hein, une entorse et une rupture contre ce que le modèle de sécu que nous défendons. Enfin, dernier exemple, hein, pour aller vite et puis pour laisser place au débat, c'est la protection sociale complémentaire des fonctionnaires de l'État. Donc, les négociations, hein, ne sont pas terminées. Hein. Peut-être que le terme négociation, même certainement le terme négociation n'est pas approprié, hein, eu égard aux méthodes du gouvernement. Et c'est vrai que c'est une entorse au 100% sécu. Alors nous on dit 100% sécu des soins prescrits, alors voilà, nous entendons, mais je crois qu'on a beaucoup de points commun avec, je le répète, avec les propositions de la CGT et de Solidaire à ce sujet-là. Donc pour revenir, hein, à l'idée que chacun cotise selon ses moyens, reçoit selon ses besoins. Alors qu'est-ce que c'est que la protection sociale complémentaire, si ce n'est que ça introduit une inégalité, une injustice, hein, entre ceux qui ont une protection sociale complémentaire, même si c'est protection sociale complémentaire des fonctionnaires. Il faut savoir, que les retraités en sont exclus, donc déjà une rupture des solidarités, et puis en ce qui concerne la façon dont ça va se faire au niveau de la fonction publique d'État, c'est que ça va après s'être décliné ministère par ministère. Donc ce ne sera pas forcément, ce ne seront pas forcément les mêmes cotisations et puis les mêmes avantages, hein, puisque nous, on se dit que l'éducation nationale, on risque d'être fort mal loti, puisqu'on a beaucoup de fonctionnaires et qu'il y a des ministères, beaucoup, pas suffisamment, mais quand on regarde par exemple le ministère de l'aviation civile, on peut penser que les effectifs sont moins. Donc comme on voit bien ce qui est à l'œuvre, et il y a aussi dans cette protection sociale complémentaire des fonctionnaires, l'idée c'est que l'opérateur, ça peut être l'assurance privée. Les opérateurs ne sont pas encore définis. Là encore, on renvoie des débats entre les différents ministères. Donc ça peut être aussi bien le monde mutualiste et ça peut être aussi bien l'assurance privée. D'ailleurs, il y a une entrée en force de l'assurance privée, qui n'hésite pas, par exemple, à proposer une assurance privée complémentaire pour la prise en charge de la perte d'autonomie, puisque dans la mesure où on assèche les ressources de la sécurité sociale,
les personnes sont de moins en moins remboursées, hein, pas du tout, on est loin de répondre aux besoins. Hein. Bernard a rappelé ce qu'il faudrait pour qu'on puisse répondre aux besoins. Donc si bien que l'assurantielle, hein, elle est à l'affût, aux aguets, et elle dit, mais moi et moi, on se retrouve avec la déclaration d'AXA que tu as donnée. Donc on voit bien là aussi quelle est la mise à mal. Alors nous aussi, quand on dit 100% des soins, je ne sais plus quoi, des soins prescrits, oui, on ne balaye pas d'un revers de main le monde mutualiste, parce qu'on se dit que le monde mutualiste a un rôle énorme à jouer, notamment dans la prévention. Hein, donc, on ne met pas le signe égal entre, même si on a beaucoup à dire sur la dérive des mutuelles, du moins de certaines mutuelles, oui, de certaines mutuelles, mais on ne met pas un signe d'égalité avec le monde assurantiel privé. Voilà les exemples dont je voulais parler. Donc, même dégradé, je reprends mon point de départ, et comme Bernard sait que je suis plutôt du genre optimiste, même dégradé, même attaqué, notre système de sécurité sociale est toujours vivant. Il organise toujours des solidarités, et les solidaires entre elles. Je reprends toujours l'exemple du Covid. Qu'aurait été la situation si on n'avait pas eu la sécurité sociale? Mais les alertes sont sérieuses. Alors moi, une autre citation d'Agnès Buzyn, pour voir qu'il y a une continuité de la classe politique, début 2020. Agnès Buzyn expliquait la nécessité de construire autrement notre protection sociale. Voilà. On retrouve exactement, alors oui, le combat continue pour la sécurité sociale, pour la reconquête de la sécurité sociale et son élargissement, hein, c'était la conclusion de Saint-Étienne. Et puis, moi je rends hommage à la convergence, parce que on a besoin aussi d'éducation populaire, hein, ça, parce que, alors je reviens à mon anecdote si je me permets, parce que pour vous faire sourire, mais aussi, moi j'étais ahurie, j'animais un stage sur la sécurité sociale, c'était, je sais plus où, à Toulon, oui, à Toulon, il y avait, c'était des adhérents, des militants de la FSU, mais c'était des jeunes, 40, 50, 40 ans. Et au bout d'un moment, je faisais l'historique et je dis, mais en 1982, on a eu la retraite à 60 ans. Et Dieu, mais alors s'arrondir, me regarder avec stupéfaction. Et alors le secrétaire départemental de la FSU me dit, écoute Marilène, moi en 82, j'avais 6 ans. Et après, je raconte ça à la secrétaire générale du SNES-FSU, mon syndicat, elle me dit, ben moi, tu sais, en 82, j'étais pas née. Donc c'est pour ça qu'on ne se rend pas bien compte de ce qui n'est pas connu, et qu'il faut enfoncer le clou et faire vraiment un travail d'éducation. Et donc c'est pour ça que je rends hommage à ce qui est fait, sans parler des luttes, bien évidemment, et qui sont absolument nécessaires. Bon, pour moi, cette fois, la tâche est dure, hein, parce qu'on a parlé plusieurs fois de mutuelle. Hein. Alors, peut-être qu'avant de démarrer, ce serait peut-être bon de réexpliquer un petit peu qui est l'Union nationale alternative mutualiste, comment elle a été créée et qui la compose. En fait, l'Union nationale alternative mutualiste, UNAM ou alternative mutualiste, ce sont les 20 mutuelles qui en 2002 ont refusé d'intégrer la Fédération nationale de la mutualité française. Nous, on refuse complètement ni d'accompagner les réformes qui sont faites aujourd'hui quand ils ne sont pas à l'origine des réformes. Et j'insiste sur à l'origine des réformes, pour en discuter après. D'où nous sommes restés toujours adhérents à la Fédération des mutuelles de France, parce que c'est notre fédération historique des mutuelles ouvrières. Pour ceux qui ont vu le film La Sociale, nous en sommes le principal financeur, et nous y tenons. Et Gelfred Fregonara, qui est dans le film, était notre ancien président, nous sommes sur ses traces. Donc pour nous, c'est très très clair, la seule mutuelle complémentaire qui doit exister, c'est la sécurité sociale, et c'est pas négociable. Quand on dit sécurité sociale non négociable, on parle aussi des 4 conditions révolutionnaires de 44 à 46, à savoir
Chacun cotise en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins. Ça, c'est pas à dire comme ça, c'est vraiment à écrire dans le marbre. Parce que c'est ce qui fait le fondement de notre sécurité sociale. La cotisation sociale, son financement que par la cotisation sociale. Et ça aussi, c'est pas négociable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la cotisation sociale, et je l'entends à travers les organisations syndicales ici, oui, on peut l'élargir, pas de problème. Quand j'entends parler du PAC, parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent, hein, le PAC pouvoir d'achat, mais c'est un scandale libéral que bon nombre, y compris la mutualité et accompagné, parce qu'ils y étaient, y compris la mutualité et accompagné, c'est l'assèchement des cotisations de la sécurité sociale. C'est ça qu'il faut batailler. Pour nous, c'est pas négociable. Et revenir à la caisse unique. Au moment même où ils exposent les branches, ils mettent les premiers points pour casser la sécurité sociale. C'est un retour à la caisse unique. Et puis bien sûr, on n'oublie pas la démocratie. C'est-à-dire que ce sont des caisses gérées par des représentants élus des assurés sociaux. Exclusivement. Donc je le répète pour que ce soit bien clair, pour les mutuelles d'alternatives mutualistes, la seule mutuelle qui doit exister, c'est la sécurité sociale. Bravo. Alors, j'en ai pas fini. J'en reviens quand même sur la grande sécu. Vous en avez parlé. Bien sûr, c'est une grande arnaque. Il était dans l'Essonne avant-hier avec son CNR. C'est pas idiot non plus. Mais je rappelle aussi, et je rappelle à tout le monde, que c'est pas une compromission 45. C'est un rapport de force. C'est 5 millions d'adhérents à la CGT, c'est un parti communiste à 30%. C'est pas le hasard. Après, on peut dire ce qu'on veut, mais l'histoire, elle est là. Et c'est pas moi qui l'ai écrit. Sur la grande sécu, les 4 propositions qui sont faites, à l'initiative de la mutualité française, je le répète, les propositions qui sont faites et qui sont retenues ne sont qu'un démantèlement de la sécurité sociale existante aujourd'hui. Ils se sont appuyés, Bernard l'a dit en introduction, sur l'ANI. Ils se sont appuyés sur l'ANI, qu'ils ont mis en place en 2016. Avec la mise en place de l'ANI, la mutualité dans les entreprises a reculé de 40% au profit des compagnies d'assurance et des banques assurances. Ah oui, c'est la vérité. Leur dernier banc qui restait, c'était la fonction publique. Eh bien, ils l'ont attaqué avec la PSC. Alors moi, j'ai été surpris parce que ma fédération, je suis syndicat à la CGT, ma fédération, c'est la fonction publique hospitalière. N'importe quoi. La fonction publique territoriale, excuse-moi. Parce que j'avais les hospitaliers, parce que j'étais en train de dire, il faut que je leur explique aussi les hospitaliers. Là, quand on dit qu'un homme ne peut pas faire 2 choses en même temps, c'est pas faux. Bon, ne ris pas, toi, Marie. Donc, je reviens, la fonction publique territoriale. Toute ma carrière, j'ai proposé des garanties de prévoyance pour une mutuelle qui ne fait que de la prévoyance, c'est-à-dire du complément de salaire pour éviter de tomber à demi-traitement dans la fonction publique. Toute ma carrière, je me suis fait jeter par les employeurs, privés comme publics d'ailleurs, qui me disaient ton truc c'est un accélérateur à absentéisme, les fonctionnaires ce sont que des feignants, ils sont toujours en arrêt maladie. Alors ça, j'invite rien, vous l'avez tous entendu, ça. Hein, ça, c'est le discours ambiant néolibéral qu'on connaît bien. Et soudainement, application de la loi du SOC de 2019, mais en plein Covid 2020, en plein décembre 2020, où il y a quand même 500 morts par jour en France. Ah oui. Il y a urgence à réformer la fonction publique territoriale et à mettre en place la participation financière. Mais attention, participation financière sur la prévoyance, c'est-à-dire sur le complément de salaire. Et bien là, mes camarades, ça devrait déjà tous vous alerter. Le MEDEF, il n'en veut pas de prévoyance dans le privé, elle n'est pas obligatoire. Comment expliquez-vous qu'elle serait obligatoire dans la fonction publique et puis pas dans le privé? Le seul accord qui est obligatoire dans le privé, c'est pour les cadres. 1947. Après, ce sont des accords de branche qui sont signés. Et quand les accords de branche sont signés,
En prévoyant, j'entends, hein, c'est-à-dire le complément du salaire. Il y a péniblement 40% des entreprises des branches qui adhèrent. Parce que le MEDEF, il ne veut pas en entendre parler. Pour lui, c'est toujours dans la même logique. Un accélérateur absentéisme. C'est un outil supplémentaire qui est donné dans la fonction publique, un outil managérial pour dégraisser et mettre les agents, d'ailleurs on le voit aujourd'hui, de plus en plus partent en retraite pour invalidité, ça permet de dégraisser la fonction publique. C'est rien d'autre. Et il a accéléré le mouvement parce qu'il l'a mis avant même la participation en santé. Ouais, Simon veut, je t'avais dit. Il a accéléré parce qu'il veut mettre la prévoyance avant la santé. L'ANI, la participation dans le privé, elle ne porte que sur la complémentaire santé, pas sur la prévoyance. Vous voyez? Non, pas dans la territoriale. Dans la territoriale, c'est pour les deux branches. Il n'y a que pour les hospitaliers, toi c'est à 5. C'est tout à l'heure. Non, l'État c'est un petit peu différent, parce que il y a la MGEN qui travaille. Tu sais, tes camarades là-bas, ils y vont, la manœuvre. D'ailleurs, ils étaient au courant des réformes, et c'est dans un journal de la MGEN qu'on l'a appris. Ils étaient au courant des réformes de la territoriale, puisqu'ils l'ont écrit dans leur journal, avant même que ce soit paru. Et je te jure que s'ils ne sont pas dans les bureaux en train d'écrire à la place, eux, c'est moi qui comprends rien. Ça, c'est important quand même de le rappeler. Après, sur le rôle des mutuelles. Bien sûr que la mutuelle... Vous voyez, nous, ce qui nous a posé problème pour les mutuelles d'alternatives mutualistes, c'est quand ils auront fait le code de la mutualité en 2001, qui est devenu un code de la mutualité, mais assurantiel. Hein, faut dire les choses, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Le code de la mutualité, historiquement, il y avait l'article 1 qui parlait que de prévention. Et puis nous, mutuelles de travailleurs, en matière de prévention, non seulement on a une grande expérience, mais on a surtout des acquis que vous connaissez peut-être pas forcément, mais quand je vais vous en parler, vous allez dire « Ah, mais tiens, c'était eux ». Je prends par exemple l'amiante avec les CAPER, c'était les mutuelles de travailleurs. Je prends le dépistage du cancer du sein, c'était les mutuelles de travailleurs, qui a été légalisé par Chirac, mais parce qu'il a été confronté à ce problème dans sa famille. C'est pour ça qu'il l'a légalisé. Autrement, mesdames, on serait toujours en train de taper à la porte. On les connaît. On a aussi gagné sur le chlore pour les maîtres nageurs dans les piscines. Il y avait des problèmes. Vous voyez, ça, c'est toutes des initiatives que les mutuelles portaient et qu'on peut encore porter. Mais depuis 2001, l'article 1 n'existe plus. Donc il n'y a plus de prévention. Parce qu'ils l'ont enlevé. Dans le code de la mutualité, qui est devenu un code assurantiel, à la demande de la mutualité, d'un homme qu'on a bien connu, un enseignant, MGEN, René Delade. J'ai même un copain qui l'a connu personnellement, mais je l'embête pas aujourd'hui. Et oui, résultat, on en est là aujourd'hui. Hein. Et puis maintenant, sur la prévention, il n'y a pas que. Une chose qu'on sait très bien faire, c'est l'accès aux soins, nos centres de santé, hein, parce qu'on a un vrai savoir-faire. Hein, alors je ne suis pas un spécialiste des centres de santé, mais on a un vrai savoir-faire en mutualité sur les centres de santé, l'accès aux soins pour tous. Donc ça, c'est des missions qui pourraient nous être confiées complètement. Et puis pour répondre à certains, parce qu'on m'a souvent posé la question, oui mais dis donc, quand tu dis une sécu à 100%, une mutuelle, t'es radical, qu'est-ce que tu fais du personnel, on m'a déjà... C'est vraiment pas un souci parce que le personnel en mutualité, mes collègues d'ailleurs, ont une haute technicité en matière de gestion de prestations. Ils peuvent tout à fait intégrer la sécurité sociale avec une maîtrise parfaite des métiers. Ça changerait d'ailleurs d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on fait recours à des intérims qu'on dégage tous les 3 mois, et les pauvres ils sont jamais formés ni rien du tout. Hein. Donc ça c'est au passage. Et puis la dernière des choses, mais vous l'avez tous évoqué, pour Alternatives Mutualistes, on y tient, ce sont nos comités d'action mutualistes avec l'éducation populaire. Parce que il y a nous, mais il n'y a que nous en éducation populaire. C'est-à-dire que, alors ça c'est une expression de mon ami père, hein, vous n'en voudrez pas, mais il a raison. Il n'y a que nous pour organiser l'éducation populaire. Parce qu'en face, c'est pas de l'éducation populaire. Ils formatent des DRH, ils formatent des cadres sup, on le voit dans la fonction publique, puis à partir de là ils avancent, puis ils cassent. Ils ont un objectif, ils le maintiennent. Donc nous, c'est à nous d'organiser sur le terrain, et je suis très heureux d'avoir vu
Convergence Service Public et puis l'UR, il faut mobiliser pour l'UR. Il faut qu'on arrive à faire un écho colossal. Il va falloir être nombreux et puis débattre et amener du monde. Et ça, c'est à tout à chacun de s'en emparer, parce que ça ne vient pas tout seul. Voilà, merci. Bien, maintenant. Alors, prends l'autre. Voilà. Allô, allô. Bon, maintenant, à vous la parole. Si personne ne sait qui prend la parole en premier, oh là là, il y en a plein. Allez.